Bonjour à tous. Même si les stations de ski sont concurrentes, les professionnels de la montagne et du tourisme savent collaborer ensemble et se retrouver régulièrement pour échanger sur les bonnes pratiques et sur les bonnes idées. Alors comment rester avant-gardiste pour une station de ski? C'est le thème de notre émission Point de vue aujourd'hui et nous allons accueillir trois invités, trois stations de ski. Tout d'abord, la station de Serre-Chevalier qui se développe énormément dans les énergies renouvelables et qui cherche à être autonome à hauteur de 30% de ses besoins en électricité. Autre station de ski, nous prendrons la direction des Pyrénées, la station de Peyragudes, petite station familiale qui cherche à rester innovante. Enfin, troisième exemple, nous prendrons la direction des Alpes du Nord avec Avoria. Avoria qui pense par exemple à l'hydrogène pour le futur et c'est bientôt une réalité. Point de vue et comment rester innovante pour une station de ski, c'est le thème de notre émission aujourd'hui. Nous prenons la direction des Hautes-Alpes. La station de Serre-Chevalier a fait le pari un peu fou de produire elle-même 30% de son énergie et en énergie renouvelable. Alors pour ceci, elle se sert de panneaux solaires, d'éolien et d'hydroélectricité. Et notre invité est le directeur de cette station de Serre-Chevalier, Patrick Arnaud. Bonjour. Bonjour. Alors effectivement, d'où vient cette grande idée que de produire vous-même 30% d'énergie renouvelable pour faire fonctionner votre propre station de ski? Comme souvent, les idées, une fois qu'on les a mis en œuvre, on ne sait plus trop d'où elles viennent, mais je pense qu'elles viennent d'une conjonction de plusieurs choses. La première, c'est qu'il y a un sujet qu'on ne peut pas ignorer de réchauffement climatique et de modification des climats. Et je pense que chaque citoyen et chaque entreprise doit s'en préoccuper. Donc c'est un sujet, j'ai envie de dire, mondial et c'est une conviction des équipes de Serre-Chevalier, une conviction personnelle. On est également dans un territoire, les Alpes du Sud et les Hautes-Alpes, qui est très sensible à ces sujets-là depuis de nombreuses années. Et donc, comme une entreprise et comme la nôtre est toujours inscrite dans son territoire, on a été nourri par cette culture. Et puis enfin, on a, quand on y réfléchit 2 minutes, un environnement dans les stations de ski qui est extrêmement favorable à la production d'énergie renouvelable. Donc il n'y avait plus qu'à se lancer et à essayer de faire quelque chose. Alors ce projet 30% d'énergie renouvelable, ça a débuté quand et tout ne va pas se faire en un an en fait, hein? Alors ça a débuté il y a 4 ans, tout ce que je viens de vous dire sur l'idée, la naissance de l'idée. Ensuite il a fallu la transformer en un vrai projet. Donc il a fallu déjà valider par des études la faisabilité. On a fait des études de vent, on a fait des études de rayonnement solaire, on a fait des études hydroélectriques. Ensuite, il a fallu trouver une ingénierie financière pour financer tout ça. Depuis l'année dernière, donc depuis l'été 2018, on a pu commencer à déployer ce projet sur le terrain. Donc c'est pour ça que maintenant on peut faire part de notre premier retour d'expérience et on prévoit de terminer cette première phase dans 2 ans. Donc il y aura 3 ans d'installation. Mais on réfléchit déjà à la suite parce que la première année est déjà très très riche d'enseignements. Alors, très concrètement, ça se matérialise par quoi? Vous avez mis des panneaux solaires en montagne, j'ai envie de dire ça existait déjà sur des refuges. Vous avez été plus loin? Très concrètement, et ce qui fait peut-être un petit peu l'aspect innovant de ce projet, c'est qu'on cherche vraiment à produire le plus possible. C'est-à-dire à réfléchir à comment une station de ski, avec ses infrastructures existantes, et ça c'est un élément important, utiliser les infrastructures existantes nous permet de produire le plus possible. Et pour produire le plus possible, ce n'est pas poser un panneau photovoltaïque dans un sens à un endroit où c'est favorable, ce n'est pas mettre une petite turbine pendant qu'on produit de la neigeculture, c'est vraiment réfléchir à un projet global qui allie les 3 types d'énergie, parce que c'est en alliant les 3 types d'énergie qu'on va produire le plus possible et profiter de ce que nous offre la montagne. Donc il y a effectivement du photovoltaïque, c'est assez classique, mais on a découvert des choses, de l'éolien, du petit éolien, et j'y reviendrai si on a le temps, et de l'hydroélectricité en utilisant les canalisations existantes. Photovoltaïque, vous avez mis quoi? Des panneaux solaires sur les gares d'arrivée? Alors, des télécabines? Le projet, en fait, dans sa partie classique, consistait à mettre des panneaux photovoltaïques sur les bâtiments existants, comme on peut le faire sur une maison, en utilisant les technologies existantes et éprouvées. Mais on a souhaité, et c'est l'ADN du projet, innover, et on a trouvé une start-up qui nous a proposé des panneaux photovoltaïques souples et légers, ce qui nous permet d'envisager ce qui n'était pas prévu à l'origine, ce qui nous permettra d'ailleurs d'aller sans doute au-delà des 30% initiaux, ce qui nous permet maintenant d'envisager de remplacer l'ensemble des plexiglas qui sont présents sur les gares d'arrivée par des panneaux photovoltaïques souples et découpables sur mesure.
Donc ça, c'est déjà l'enseignement de la première année, puisqu'on a fait l'essai sur une gare. Ça a marché. On ne savait pas si on irait plus loin, et ça a marché. Donc on le dit aujourd'hui à toutes les autres stations de ski, équipez vos gares. Il faut que tous ensemble, on puisse réussir à prendre le virage de la transition énergétique. Sachant que vous avez particulièrement un bon ensoleillement à Serre-Chevalier. Il y a un bon ensoleillement en montagne en général. Évidemment, dans les Alpes du Sud, on est fiers de nos 300 jours de soleil par an, mais en montagne, partout dans le monde, il y a un meilleur ensoleillement qu'ailleurs. Il y a une capacité de production qui est plus forte parce que les rayons du solaire sont moins filtrés. Et surtout, ce qu'on a démontré cette année et ce qu'on a mesuré et ce qu'on va partager, c'est que le rayonnement du soleil sur la neige, ça permet de produire plus. Ah oui. Elle est pas belle la vie? Ça réverbère, ça réfléchit et donc forcément ça permet de produire plus. Oui. L'éolien maintenant, parlons de l'éolien. Vous avez mis une éolienne en plein milieu du domaine? Alors, on a mis une éolienne en plein milieu du domaine et on va en mettre d'autres. L'intérêt, encore une fois, de développer ce genre de projet dans une station de ski, c'est qu'on peut se permettre de faire de l'éolien pour deux raisons. La première, c'est qu'on peut se permettre de faire du petit éolien. Nos éoliennes, elles font maximum 12 mètres de haut. Ah oui, on n'est pas dans un truc gigantesque. Pas dans un truc gigantesque, ce qui fait qu'on n'a pas tous ces problèmes d'acceptabilité qu'il faut prendre très au sérieux, parce qu'en fait, on s'insère dans un environnement qui est déjà équipé, et une éolienne, en gros, c'est un pylône de télésiège. Donc on est dans un environnement dans lequel ça s'intègre bien. Ouais. Par contre, on ne pourrait pas mettre une petite éolienne qui du coup produit pas beaucoup en site vierge, parce que s'il faut construire une route, amener une ligne électrique, mettre un transformateur électrique pour mettre 3 petites éoliennes avec une capacité limitée, il n'y a pas de réalité économique. Par contre, dans un domaine skiable, on peut se permettre de poser de petites éoliennes à différents endroits, puisque le raccordement est simple, que les routes sont construites. Donc en fait, le micro-éolien, le petit éolien, ça marche en station. Il y a quand même une question esthétique. Ça n'a pas gêné les vacanciers de voir une éolienne? Au contraire, ça a créé, comme on est à 12 mètres de haut maximum, on est comme un pylône de télésiège. Donc encore une fois, dans un environnement de station de ski, ça ne choque pas. C'est accepté. Et ça a éveillé au contraire beaucoup de questions, beaucoup de curiosité et beaucoup de retours positifs des clients qui ont dit on est content de skier dans une station qui a pris ses responsabilités et ça se voit. Quand on fait de l'hydroélectricité, ça ne se voit pas. Mais quand on fait de l'éolien, ça se voit, et quand on fait du petit éolien, nos clients nous disent merci en fait. L'hydroélectricité, alors vous disiez c'est sur des installations existantes. Alors en plus en hiver, faut expliquer un peu, il y a quand même, toute l'eau ne gèle pas en station quand même en plein hiver. Il y a encore des courants d'eau, c'est quoi? C'est la neige de culture? C'est quoi C'est surtout qu'en fait, on est en train de montrer qu'une station de ski peut avoir une autre vocation, peut avoir une vocation à produire de l'énergie, et qu'une station de ski qui est ouverte 4 mois par an, elle est là toute l'année. Et en fait, la production d'énergie hydraulique, elle va avoir lieu toute l'année, et principalement en dehors des périodes d'exploitation, puisque ce n'est pas l'hiver qui a le plus d'eau en montagne, c'est au printemps la fonte des neiges, l'été et l'automne. Donc en fait, nos installations de neige de culture qui servent à produire de la neige l'hiver, elles vont servir à produire de l'énergie tout le reste de l'année. Et alors le bilan de tout ça, au bout d'une première année avec ces premières installations, même si on imagine qu'il y a encore de nombreuses infrastructures à installer sur 2-3 ans encore, mais le premier bilan, il est quoi? Il est positif? Vous êtes dans le vert par rapport à ce que vous envisagiez de produire en termes de quantité d'électricité? On est au-delà de nos objectifs parce que le vent, on savait qu'il y en avait en montagne, mais il y en a. Il y en a vraiment? Il y en a vraiment, surtout cette année. Et surtout, on a des très très bonnes surprises sur le photovoltaïque. Je viens de vous en parler, notamment grâce à la réverbération de la neige. Donc on sait déjà qu'on va aller plus loin. On sait déjà qu'on va aller plus loin que les 30% qu'on avait prévus, et on vise aujourd'hui les 50% d'autonomie. À quelle échéance? Parce que alors ça c'est un chiffre important, 50% à quelle échéance? Les 50% à 5 à 6 ans. Et on va y arriver de deux manières. On va y arriver en allant plus loin sur la production, puisqu'on a encore une fois des innovations concluantes, et on va en même temps lancer un grand chantier d'économie d'énergie. Parce que produire l'énergie renouvelable, c'est bien joli, mais éviter de consommer de l'énergie, c'est déjà peut-être pas là qu'il faut commencer. Donc on a nommé à Serre-Chevalier un responsable de la transition énergétique qui a pour mission de faire marcher les installations d'énergie renouvelable et de réduire notre consommation énergétique. Et c'est comme ça qu'on veut viser les 50%. Patrick Arnaud, ma dernière question. Que dit la tutelle? Vous appartenez à un grand groupe qui est la Compagnie des Alpes. Qu'est-ce qu'elle vous dit, cette tutelle au-dessus de vous? Alors, ce n'est pas vraiment une tutelle, c'est plutôt un actionnaire bienveillant. Ben, elle me dit, vas-y Patrick, fonce. Est-ce que ça va changer un petit peu les investissements?
ça change un peu les investissements, mais ce qu'on veut montrer aussi en montagne, et encore une fois, on fait un démonstrateur à Serre Chevalier pour toutes les stations, Compagnie des Alpes, françaises, européennes et mondiales. Donc on veut partager tout ça parce que c'est un enjeu qui nous dépasse. Et quand on regarde bien, le projet aujourd'hui, il fait 4 millions d'euros. Donc c'est beaucoup pour un projet d'énergie renouvelable. C'est la moitié d'un télésiège. Donc il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Patrick Arnaud, directeur de la station de Serre Chevalier, merci à vous. Je vous en prie. À cheval sur les Hautes-Pyrénées et sur la Haute-Garonne, la station de Peyragudes, dans les Pyrénées, cherche à rester innovante. Alors cette station qui est modeste, elle compte 60 km de piste, 17 remontées mécaniques. Cette station innove par différents matériels et puis elle compte 25 millions d'investissements en cours et va même en chercher un peu plus pour demain. Nous sommes avec le directeur de la station, Laurent Garcia, bonjour. Bonjour. Alors effectivement, petite station modeste, sans être péjoratif, mais en tout cas Peyragudes n'est pas une énorme station et pourtant, dans les Pyrénées, vous avez la réputation d'être une station toujours à la pointe de la technologie et de l'innovation. Voilà, c'est une station qui occupe malgré tout le 4e rang sur les stations françaises des Pyrénées, sur un nombre de 37. Voilà, une petite station qui génère une dizaine de millions d'euros bon an mal an et qui est totalement tournée vers le modèle d'exploitation de l'hiver. Et donc cette innovation, elle a toujours accompagné le métier de la neige, à savoir le premier télésiège débrayable des Pyrénées, la première dameuse hybride l'an dernier, le système SnowSat de mesure centimétrique d'odeur de neige, plus de 11 millions d'investissements dans la neige de culture sur ces 15 dernières années. Donc on a vraiment un parc assez important, doté par des éléments qui aujourd'hui viennent aussi sur le digital, avec notamment le déploiement de panneaux d'information temps réel pour apporter de l'expérience client et de l'information qualifiée. Comment vous faites? Vous voulez toujours être à la pointe de l'innovation. Pour quelles raisons, j'ai envie de dire? C'est pour le service client ou alors c'est parce que vous vous rendez compte que d'investir, vous le retrouvez aussi dans vos chiffres? Je crois que c'est l'ADN de la station. Elle a été le tout premier domaine relié des Pyrénées, les Agudes, Peyresourde, ça a donné Peyragudes, 60 km de piste. Ça a été en vallée du Louron le centre de Balnéa qui s'était inspiré de Caldea en Andorre et qui au fil des 15 dernières années a dépassé l'élève a dépassé le maître, puisqu'aujourd'hui Balnéa c'est 280 000 entrées en thermoludisme. On ne parle pas d'activité médicale, que dans le thermoludisme, avec 4 bassins, un 5e est en construction pour ouvrir ses portes cet automne. Et donc on est dans l'innovation permanente de l'expérience client, du service proposé aux clients, mais ça passe aussi par les outils. Donc si on parle du système SnowSat, qui nous permet de mesurer la hauteur de neige sous la dameuse, c'est aussi pour produire la juste neige au bon endroit, de dépenser utilement l'énergie nécessaire à la production de neige et d'apporter les meilleures pistes possibles à nos clients. Donc on est bien dans une recherche d'innovation au service de nos clients. Alors, je l'ai dit en introduction, la station est engagée dans un vaste projet, 25 millions d'euros d'investissement, c'est en cours. Vous voulez même aller encore plus loin. Quel est ce grand projet pour transformer un petit peu la station de Peyragudes? L'idée, c'est de sortir d'une station tout ski, comme je l'expliquais, à une station dite 4 saisons. Alors la motivation, elle est portée bien entendu par ce que l'on sait les uns les autres sur ce changement climatique qui nous invite à réfléchir. Il est aussi porté, nous, par des politiques, notamment la politique de la région Occitanie, qui, contrairement à celle ici en Aura ou en PACA, n'a pas fait de son cheval de bataille le maintien du ski à tout prix. Donc ils nous ont dit, on sera là, on écoutera les projets, mais on veut de l'offre de 4 saisons. On veut que les stations des Pyrénées continuent à jouer leur rôle de parc d'attractions, si on peut dire, pour une clientèle plutôt régionale. On est moins international que la plupart des stations alpines. On est dépendant d'une zone de chalandise de l'arc atlantique qui va de Brest jusqu'à Toulouse en passant par Madrid et l'ensemble de la chaîne des Pyrénées. Et donc d'arriver vers une offre qui va se développer été comme hiver. Compléter l'hiver quand il est moins bon, se substituer peut-être à certains moments de l'hiver grâce à de nouvelles activités et surtout enrichir nos offres d'été de façon à ce que notre modèle économique balance davantage entre des revenus d'été et des revenus d'hiver. Ce projet, concrètement, c'est quoi? C'est d'abord un espèce d'ascenseur valéen, une grande remontée mécanique qui relie le bas et le haut. Voilà, un bas qui est très actif, le fond de vallée, la haute vallée du Louron, très connu mais active surtout l'été, qui est une place de second rang pour l'hiver mais de premier choix pour l'été. Et l'inverse, la station d'altitude
altitude, 3000 mètres au-dessus, pas en altitude mais en distance. C'est la distance qui va relier le point de départ en bas à Loudanvielle jusqu'à la station, donc 3000 mètres de longueur, 23 pylônes, un ouvrage à 10 millions d'euros et c'est le point de départ de notre réflexion il y a 2 ans et demi. Aujourd'hui, à l'heure où on se parle, on a dans le fond de vallée 10 millions d'investissements sur la télécabine et 15 autres millions qui sont portés par une diversification d'hébergement. C'est bien parce qu'il nous manquait un hôtel, on aura un 4 étoiles au pied de la télécabine, 60 chambres. On a un camping 5 étoiles qui est repris par l'UCPA qui vient d'ouvrir ses portes suite à 2 ans de rénovation. Et donc on a l'agrandissement de Balnéa, on a un complexe sport-et-culture et on s'est dit, et nous, maintenant nous souhaitons profiter de l'offre de cette télécabine que nous allons appeler Skyval pour déjà vendre un petit peu une expérience de voyage en altitude. Et à l'arrivée, nous souhaitons proposer à des clients une offre pérenne, durable, été comme hiver, d'activités à sensation ou d'activités cool, d'activités famille ou d'activités un petit peu plus sportives. Voilà. C'est quoi? C'est du VTT, de la trottinette de montagne, c'est de la luge, de la tyrolienne, des parcours, mais des parcours un petit peu différenciés. C'est-à-dire quand on va traiter la tyrolienne, on va avoir des petits parcours de tyrolienne à proximité de remontées mécaniques faciles et très courtes. Et puis on aura des grands parcours tyroliennes qui partiront du point haut à 2400 mètres pour venir jusqu'à 1600 mètres en pied de piste, qui tourneront été comme hiver. Et la luge, de la même façon, il y aura des petits parcours ludiques enfants. Il y aura aussi des descentes de luge beaucoup plus techniques, plus sensationnelles. Et donc on va jouer un petit peu sur les différents tableaux. Alors 25 millions, on en a parlé. Et puis vous m'aviez dit avant l'émission, on ne veut pas s'arrêter là, on a déjà d'autres idées, d'autres projets avec une autre enveloppe financière. Donc l'enveloppe financière, les activités dont nous venons de parler, tyrolienne, la déclinaison des luges sur piste sèche, du développement de réseaux en VAE et en VTT, restaurant panoramique pour apporter de l'expérience. On a une enveloppe à 20 millions d'euros sur le domaine skiable avec des activités tournées été et hiver. Parmi lesquels, sur 20 millions d'euros, il y a un remplacement d'appareil, d'accord, qui va servir de 4 saisons au travers d'un télémix pour justement apporter une offre un peu plus contemplative à la portée de nos clients qui pourront, s'ils sont moins sportifs, redescendre ou monter en cabine. Mais ça veut dire très concrètement qu'aujourd'hui, une station de ski, quand elle pense investissement, elle ne doit pas simplement penser remontée mécanique, mais tout ce qui va autour de la remontée mécanique. Voilà. Aujourd'hui, c'est ça. L'ascenseur valléen, il ne va pas développer de ski. En revanche, on a développé en bas en vallée et sur le domaine de l'altitude 250 km de pistes de VTT et de VAE. On les porte à 300 km pour l'été qui arrive. Des itinéraires familiaux ou techniques. Et donc, quand on réfléchit à un remplacement d'appareil dans cette enveloppe des 20 millions d'euros sur les 10 ans à venir, eh bien, un des appareils dont on parle, il doit être corrélé à de l'offre 4 saisons. Donc il faut pouvoir, grâce à cet appareil, monter en piéton, faire déjeuner des gens en altitude, alors qu'aujourd'hui ce n'est pas possible de les monter en piéton en altitude, les faire descendre en randonnée, en via ferrata, en luge, en tyrolienne, faire tout qu'on crée du flux sur l'axe de la remontée mécanique et hiver, avec ou sans neige, de pouvoir en profiter également. Eh bien, merci à vous, Laurent Garcia. On voit que les projets sont riches du côté de Peyragudes, la station que vous dirigez dans les Pyrénées, à la frontière entre la Haute-Garonne et les Hautes-Pyrénées. Merci à vous, Laurent Garcia. Merci. On continue notre tour des stations avant-gardistes. Nous prenons maintenant la direction des Alpes du Nord avec la station d'Avoria. Depuis 50 ans, cette station cherche à rester innovante. Nous accueillons aujourd'hui le directeur de cette station de ski de l'Office de tourisme, Michael Ruisker. Bonjour. Bonjour. Alors effectivement, l'ADN d'Avoria, c'est de rester une station innovante depuis l'origine, depuis la création, qui était une station à la base et qu'il est toujours d'ailleurs sans voiture. Oui, exactement. Donc la particularité d'Avoria, c'est que c'est une station piétonne. Il n'y en a pas beaucoup en Europe et en plus d'être piétonne, elle est enneigée. Alors des fois, quand on nous dit enneigée, est-ce qu'il y a eu une avalanche? Non, je rassure. Enneigée veut dire qu'on se déplace à pied dans la station avec de la neige. À pied ou à ski? Voilà, et ça c'est une très bonne promotion pour Avoria. On est partout ski au pied, donc on part de sa résidence avec les skis. Et pour la petite anecdote, on considère que quand on part en ski sans mobilité, on gagne quasiment un jour de ski parce qu'on évite les navettes, donc c'est une vraie valeur ajoutée dans un paysage quand même qui est assez idyllique. Alors on va parler de votre actualité, mais pour bien comprendre ce qu'est la station d'Avoria, parlons d'abord du passé. Il y a 50 ans, la création d'Avoria, c'était vraiment une idée un peu innovante de créer une nouvelle station sur un nouveau territoire. Oui, c'était une idée même folle. Je dirais aujourd'hui,
aujourd'hui, quand j'y pense, je me dis comment 3 hommes de moins de 30 ans ont pu se dire un jour on va partir dans les 30 glorieuses où tout le monde voulait arriver avec sa voiture, le carburant, être au plus proche de son appartement. Comment ils ont pu imaginer une station piétonne, éco-responsable, l'écologie dans les années 60, on n'était peut-être pas totalement raccord avec ce sujet-là. Et il ne faut pas oublier qu'à l'époque, ils ont quand même amené des rennes, puis des chevaux, pour en faire une station éco-responsable il y a 50 ans, qui fait aujourd'hui finalement la promesse, fait le succès d'Avoria aujourd'hui. Alors, vous avez parlé de 3 personnes, on va les citer quand même. Oui, Hein. Gérard Brémond, qui est président de Center Parc Pierre et Vacances aujourd'hui, qui est évidemment omniprésent puisqu'il a lui-même conceptualisé la station. Jacques Labro, qui était un jeune architecte à l'époque et qui a construit la station. Et puis on a Jean Duharnais qui nous a quittés il y a 2 ans et demi, champion olympique, et qui lui a eu l'idée du site et du lieu étant morzinois. C'est lui qui a finalement impulsé l'initiative de créer Avoria. Avec cette architecture aussi un peu particulière où de temps en temps, on ne sait pas si on a un mur ou un toit en fait. Oui, hein. exactement. Il y a Sur certains il y a immeubles. des grandes lignes qui descendent jusqu'au sol. La volonté de Jacques Labro, ça a été de construire des immeubles qui finalement ont des grandes lignes, qui suivent les courbes de la montagne avec un bois qui est du mélèze, qui est non traité, qui vieillit finalement très vite. Au bout d'1 an, on a un bois qui est gris. Et vu qu'on est sur un site des Ardoisières, il s'est dit, moi ce que je veux, c'est une station conceptuelle qui disparaît à l'œil humain. Dès qu'on recule un petit peu, on a du mal à distinguer Avoria. Et c'est ça en fait, une station qui s'intègre dans le paysage et une station intégrée. Alors ça c'est l'histoire, l'ADN de la station d'Avoria. Comment aujourd'hui, 50 ans après, on continue avec cette même volonté? Alors l'ADN d'Avoria, ça reste donc l'éco-responsabilité avec une station comme on vient de le décrire qui est unique. Et je crois que le fait de construire Avoria aujourd'hui, c'est de ne pas trahir ce qu'eux ont imaginé et ont construit. Donc on reste complètement dans la philosophie d'il y a 50 ans. Par contre, on se réinvente. Et aujourd'hui, par exemple, on a avec un leader français et même mondial le projet d'un projet hydrogène pour imaginer la mobilité sur des grosses marchandises qui arriveraient à Avoria. On s'est équipé nous-mêmes de motoneige électrique. On est une des rares stations en Europe à être équipée en motoneige électrique et des socioprofessionnels nous ont suivis pour être en motoneige électrique. On a le groupe Accor, sans vouloir les citer, mais qui ont investi dans un hôtel éphémère qui a été créé par Oraito et qui est là aussi fait avec du recyclage. Et ils ont ouvert 25 chambres cet hiver. On a été je crois, le premier concept à 2000 mètres d'altitude à monter un hôtel éphémère. Ça veut dire que vous l'avez démonté pour la saison d'été? On est en train de le démonter en ce moment. Il a existé que 3 mois. C'était le parti pris. C'était de dire on crée un hôtel éphémère avec des conteneurs, avec du bois recyclé, fait par un designer Oraito. Et c'est là où on est, je pense, avant-gardiste, un peu innovant. C'est qu'on essaye de se réinventer, de ne pas s'asseoir finalement sur une promesse qu'ont fait 3 hommes. On n'est pas à leur hauteur, hein, pour être sincère. Je ne serais pas capable aujourd'hui d'imaginer mieux. Mais par contre, on essaye d'entretenir cette philosophie. Et ça marche vis-à-vis du grand public? Vous arrivez à le valoriser et à expliquer ce que vous faites, votre démarche auprès du grand public et de vos clients? Toutes les études qu'on a, il y a 35% de nos clients qui viennent à Avoria pour la démarche éco-responsable. C'est colossal. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a une dizaine d'années, ça devait être moins de 5%. Donc on a vraiment une prise de conscience éco-responsable qui fait qu'aujourd'hui, quand on prend un lieu, on veut qu'il soit le moins dénaturé possible, qu'il ait de grands espaces, qu'il ait une philosophie de vie en fait. Les nouvelles générations, on parle beaucoup des générations Y, Z, elles sont très attachées au fait d'avoir de la cohérence et finalement d'être honnête dans la démarche. Et j'ai aucun jugement sur les autres stations qui, pour le coup, sont aussi de très belles stations. Mais je crois qu'à Avoria, quand on arrive, on a le sentiment de décrocher, d'arriver dans une boule à neige. C'est un peu l'archétype de quand on imagine les vacances à la montagne, quand on est avec ses parents petits, où on fait de la luge, où il y a de la neige, où les sapins sont enneigés. Et à Avoria, la promesse, c'est ça, c'est de dire dès lors que vous venez chez nous, on se retrouve dans un monde un peu à part et sur lequel on cultive justement cette différence. Alors demain, c'est quoi quels sont les nouveaux projets pour Avoria? Ouais. Des nouveaux lits, des nouveaux concepts d'hôtels éphémères parce que ça a peut-être marché et qu'il faut le renouveler. Quels sont les grands projets pour demain? Alors les grands projets sur l'orientation que va prendre Avoria, c'est déjà la mobilité. On parlait tout à l'heure d'un grand projet avec un acteur, l'hydrogène et probablement qui va passer par l'électrique, mais sur la notion de gros porteur, entre guillemets. Ça, c'est un des grands projets sur lesquels on est attaché. C'est quoi cette notion de gros porteur? C'est quoi? C'est de dire, aujourd'hui, quand on doit alimenter une station comme Avoria qui a 18 000 lits, eh bien, les chevaux sont là pour la mobilité des personnes. Par contre, quand on doit alimenter des restaurants, quand on doit alimenter des hôtels, quand on doit amener des draps, on est obligé d'avoir de la mobilité pour l'instant thermique. Et l'idée, c'est d'avoir effectivement des chenillettes, mais qui fonctionnent à l'électrique ou à l'hydrogène pour demain sur de la mobilité qui est propre à Avoria. Donc ça fait partie des grands projets. L'autre grand projet, c'est de développer toujours des immeubles qui sont bi-énergie. On a aujourd'hui 11 immeubles plutôt, des grands immeubles qui sont électriques ou à chaudière à bois.
Et puis on a un projet comme d'autres stations, mais là aussi dans une notion d'éco-responsabilité, de faire un projet wellness à l'extérieur, un peu innovant, avec des bassins et des bûches finlandaises et des trajets sur lesquels on pourrait se déplacer sur la station. Il y a un projet de tyrolienne dans la station pour que les enfants puissent se déplacer à l'intérieur de la station en tyrolienne. Tout ça, c'est des choses sur lesquelles on est en train de réfléchir et qu'on est en train de se positionner. Oui, il y a ce côté être innovant sur les infrastructures, mais il ne faut pas oublier la partie animation quand même. Alors, votre cœur de métier. C'est ça. Il y a un côté où finalement il faut que cette approche philosophique, elle touche aussi les jeunes générations, mais aussi les parents, et qui se retrouvent aussi dans une activité. C'est bien de dire, voilà, on va faire de l'hydrogène pour alimenter les restaurants. Par contre, le client, lui, qu'est-ce qu'il vit au travers de cette expérience? Et on est obligé forcément d'avoir un côté très bicéphale là-dessus, de bien différencier ce qui est dans l'intérêt du fonctionnement de la station et dans l'expérience client. Bon. On pourrait aller plus loin que l'hydrogène, non? Pas encore, on n'a pas d'autres énergies. Si. Non, mais d'autres énergies, non. Mais par contre, encore une fois, le modèle et la réflexion qu'on a engagée, on a engagé une start-up il y a quelques semaines pour justement, on va dire, prototyper des choses de manière assez simple, sans investir des centaines de milliers d'euros, mais de choses sur des jeunes générations, comment ils imaginent la montagne demain, et est-ce qu'ils pourraient prototyper des projets pour voir si c'est déclinable en station. Et je crois que c'est ça un petit peu aussi la philosophie, c'est de s'inspirer de ce que pensent les gens aussi d'une destination, plutôt que d'à chaque fois imaginer nous ce qu'ils veulent. Mais il y a un moment donné où c'est le client qui décide quand même, c'est que veut le client aujourd'hui en fonction des générations et des personas entre guillemets. Merci à vous, Michael Ruiskert. Alors, on a bien compris, de nombreux projets pour Avaria. On va suivre ça dans les prochaines années. Merci à vous. Merci à vous. Point de vue et les stations avant-gardistes Serre-Chevalier, Péragudes dans les Pyrénées et Avaria dans les Alpes du Nord, c'est terminé pour aujourd'hui. Pour revoir cette émission, pensez à nos replays sur montblanclive.com. On se dit évidemment à la semaine prochaine.